Bonjour tout le monde, bon vendredi après-midi. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond, et je serai là encore aujourd'hui votre animatrice pour l'émission. Et une fois de plus, on est entouré d'une belle équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses. Pour ouvrir l'émission, aujourd'hui, on va accueillir Véronique Lacroix, qui va nous parler du char de guerre sous l'Antiquité. Allô Véronique? Bonjour Chloé, ça va? Très bien, merci. Ils sont présentement à l'extérieur du studio et vont nous rejoindre plus tard pour leur chronique. On a également Elliot Boulat qui est là pour nous parler du livre des merveilles du monde. Et enfin, pour clore l'émission, on va faire ça avec Rosalie Racine qui va nous parler de l'Anschluss. Et je suis accompagnée à la régie aujourd'hui par Charles Bénard. Allô Charles? Allô Chloé. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer avec une chronique de Véronique Lacroix. Tu nous fais l'honneur, en fait, d'une deuxième chronique de suite. Très content que tu reviennes aussi rapidement. Et tu nous parles des chars de guerre dans l'Antiquité. Oui, exactement. Alors, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de démystifier l'image classique qui nous vient à l'esprit, notamment les images fameuses de films comme Ben-Hur ou Troie qui peut nous apparaître quand on pense aux chars de guerre. Cependant, aussi glorieuses puis idéalistiques que ces images-là nous semblent, la réalité sur l'emploi puis la fonction réelle du char de guerre en Antiquité va légèrement diverger de l'image classique qu'on en a lorsqu'on pense à ce moyen de faire la guerre. Donc, Hollywood s'est trompé. Oui, là, mais oui puis non, mettons. On va se dire que quand on fait un film hollywoodien, le but, c'est aussi d'attirer des gens dans les cinémas. Donc, voilà. Donc, quand on pense à Brad Pitt sur son char de guerre... Faut en prendre puis en laisser. Oui, exactement, oui. Donc, bien entendu, il faut qu'on attende l'invention de la roue pour avoir l'apparition des chars, logiquement. Toutefois, le char de guerre, comme on le connaît, ou du moins qu'on se l'imagine, va seulement faire son apparition en 2000 avant notre ère, lors de l'invention de la roue à rayons et à jantes. Puis, il va s'agir d'une invention assez charnière dans l'histoire militaire antique. Alors, à partir de ce moment-là, un roi qui veut être reconnu comme étant un grand roi, donc un roi puissant, va devoir se munir d'une charrerie, sinon aucun espoir pour lui d'être reconnu comme un roi puissant par ses compères. Donc, le char permettait de faire des offensives militaires très rapides et efficaces. Alors, quand on pense à un gros bloc de chars qui fonce sur des lignes ennemies à pied. C'est assez impressionnant, puis ça fait des dommages assez conséquents. Surtout, en fait, contre des gens qui seraient à pied. Là. Oui, exactement. Donc, le but premier était atteint, de faire des dommages conséquents aux lignes ennemies. Donc, encore une fois, si on reprend notre image du pharaon égyptien sur son char de guerre tiré par des chevaux pendant que lui est sur son arc puis il abat des ennemis, il faut toutefois préciser que cette image classique-là va pas nécessairement s'appliquer à l'ensemble de l'Empire égyptien. Alors, le char de guerre et le cheval tel qu'on le connaît va seulement être introduit sous le règne des Hyksos pendant la deuxième période intermédiaire. Donc, pour vous donner une petite idée de référencement, ça, c'est vers moins 1800 avant notre ère. Alors, c'est seulement vers moins 1600 que les Égyptiens vont vraiment commencer à s'approprier l'utilisation du char de guerre tiré par des chevaux. Donc, à l'avenir, si vous voyez une image d'art égyptienne antique qui met soit en scène un cheval ou un char de guerre, vous allez savoir que c'est pas avant moins 1600. OK, parce qu'il n'y a pas seulement le char de guerre qui arrive avant, avec moins 1600, il y a aussi le cheval en tant que tel. Oui, exactement. Donc, avant le règne Hyksos, les Égyptiens avaient aucune espèce d'idée qu'un cheval, ça existait. Alors, eux, ils utilisaient principalement des ânes ou des onagres pour les fonctions agricoles, où ils se déplaçaient aussi en bateau sur le Nil. Alors, le cheval, c'est vraiment pas avant les Hyksos, donc pas avant environ moins 1600 avant notre ère. Puis cette image-là, en fait, du pharaon en guerre, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? En fait, est-ce que le pharaon participait lui-même, en fait, aux batailles? Oui, donc le pharaon se devait donc de participer aux batailles, quand il y en avait, là. Alors, le pharaon, pour être reconnu comme un monarque capable de protéger son pays puis ses sujets, se devait en effet d'être, comme on disait, un monarque sportif. Donc, faut qu'il participe. Exactement, faut qu'il participe. Donc, il faut qu'il participe à la chasse, faut qu'il
soit capable de mener son armée au combat quand combat il y a. Donc, faut pas s'imaginer que la guerre, c'était quelque chose de permanent et 24 heures sur 24 jours 7 non plus, là. Alors, le char, à cette époque-là, va vraiment devenir essentiel pour les rois, pour les dirigeants, pour venir s'assurer des victoires militaires. Donc, il va pas cesser d'être perfectionné par les différentes civilisations. Donc, tout le monde veut améliorer son char pour avoir un avantage sur son voisin quand il va aller faire la guerre avec. Alors, une des plus grosses batailles qu'on a de l'histoire, donc en tout cas qu'on connaît, qu'on peut à étudier via les écrits ou l'archéologie, c'est la fameuse bataille de Kadesh entre les Égyptiens et les Hittites, où on a pas moins de 5000 chars, bon, nombre approximatif, qui ont participé à la bataille. Donc, 3000 chars hittites, 2000 chars égyptiens. Donc, quand je dis ce nombre-là, 5000 c'est chars, beaucoup quand même, c'est quand même beaucoup. Ça peut paraître impressionnant. Puis là, on peut commencer à s'imaginer des escadrons de chars qui foncent dans la mêlée avec leur roi qui les dirige. La réalité est probablement un peu moins glorieuse que ce qu'on peut en penser. En fait, le résultat final semble avoir été plus chaotique, confus et complexe qu'autre chose. Le vainqueur de la bataille est d'ailleurs toujours débattu à ce jour, même si les Égyptiens, clament haut et fort que c'est eux qui ont gagné la bataille. En réalité, les faits vont plutôt pencher pour une issue qui était assez serrée, voire peut-être en la faveur des Hittites. Mais bon, ça reste que la bataille était quand même assez confuse. Peut-être que les 5000 chars ont eu quelque chose à faire avec ça. On s'en doute, il me semble qu'ils sont... Probablement. Le nombre de chars-là qui se rentrent dedans, ça peut pas être... Ça peut pas être joyeux et non confus, mettons. Il doit avoir une cohérent, certaine... Exactement. Probablement, oui. Je suis pas une experte en stratégie de char non plus, là, mais en effet, il peut y avoir un certain manque de cohérence à quelque part. Et encore une fois, justement, quand on parle de manque de cohérence et d'utilisation du char, il semble que pour certains, cette utilisation-là était assez floue, tout dépendamment de quelle époque qu'on parle. Donc, je vais vous donner un exemple. On a notre très cher Homère, que tout le monde connaît, qui a écrit l'Iliade, qui va décrire l'emploi du char comme étant totalement différent de comment est-ce qu'on le décrit dans les écrits au Moyen-Orient et en Égypte antique. Donc, pour notre mère, le char, c'est vraiment l'apanage des héros. Donc, c'est les héros qui utilisent le char pour venir arpenter le champ de bataille à la recherche d'un adversaire qui est valeureux et digne de leur capacité guerrière. Donc, ils vont tourner autour du champ de bataille dans leur char à la recherche de ce fameux élu digne d'eux. Une fois qu'ils l'ont repéré, ils vont fendre la mêlée pour se diriger vers la personne qu'ils ont repérée. Vont annoncer à cette personne-là qu'ils l'ont sélectionné pour un combat. Donc, cette personne est assez valeureuse, assez capable pour les affronter, mais le héros n'affrontait pas cette personne sur son char. Donc, il parquait son char, en bon français, descendait du char et affrontait donc la personne qui l'avait sélectionnée. Ça semble très glorieux, là, comme... Définitivement. Donc, c'est une vision de la guerre qui est vraiment très poétique, très digne des héros grecs, puis de la mythique qui entoure ces fameux héros-là. Mais en réalité, ça devait pas être très, très efficace dans une bataille réelle. Ça semble pas très réaliste, en fait. Non, définitivement. Je pense pas que ça devait être aussi facile que ça de tourner autour du champ de bataille, faire comme, OK, toi, j'arrive, bouge pas, puis de parker son char là en espérant qu'il bouge pas. En tout cas, bref. Puis de pas se faire attaquer non plus. Non, exactement, dans le chemin pour... en tout cas, ça reste quand même une vision des choses qui est très, très poétique, on va se le dire comme ça, mais qui n'est pas nécessairement réaliste. Alors, tout ça, donc, cette utilisation-là du char à des fins militaires va durer environ 700 ans, là, chiffre très approximatif, pour finalement venir être remplacé par la cavalerie. Donc, on se rend compte que finalement, une cavalerie, c'est moins coûteux. Ça nécessite juste un cheval par homme. Puis, on a probablement moins de risques de bris. Donc, on peut s'imaginer qu'avoir un char qui file à toute vitesse dans le désert, moindrement que tu pognes une roche, ça va pas très, très bien ton affaire. Oui, puis en fait, c'est juste les matériaux de construction au départ aussi. Là, Exactement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'entretenir une cavalerie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les chars vont disparaître. Donc, à ce moment-là, ils vont être conservés pour les jeux, puis les courses. Et c'est justement à ce moment-là que nos fameuses scènes de course du film Ben-Hur vont entrer en jeu. Ben oui. Moi, je vais avouer, quand tu as dit char en Antiquité,
j'ai vu Astérix. Donc, faut le dire, là, la surprise de César. Moi, j'ai vu les courses de chars dans le Colisée. C'est ça que je vois. On a toutes nos références mentales pour ce qui concerne les chars de guerre, ça, c'est sûr. Alors, les fameuses courses de chars vont être surtout popularisées par les Romains, puis vont devenir vraiment un engouement populaire. Donc, ça devient vraiment hot d'assister à des courses de chars. C'est comme le cinéma du temps, quasiment. Et ça va durer jusqu'à l'an 6e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ. Toutefois, l'usage des chars sous les Romains va vraiment demeurer à des fins d'amusement, de compétition ou de parade. Il va jamais vraiment être employé comme technique ou comme outil militaire. Ça n'enlève pas que les Romains ont affronté des armées qui utilisaient des chars, notamment les Celtes. OK. Mais son utilisation, même encore là, ça a l'air d'avoir été davantage comme une tactique de déstabilisation. Donc, on voulait déstabiliser les Romains qui, eux, utilisaient pas le char comme outil militaire. On voulait leur dire, ben moi, j'ai un char, je l'utilise, toi, t'en as pas. Donc, voilà. Mais le char, comme je disais, va jamais être encore utilisé totalement comme outil de guerre, comme ça a été le cas entre les Égyptiens et nos fameux Hittites à la bataille de Kadesh. Puis au niveau des Grecs, eux, est-ce que c'était plutôt char de guerre, c'était plutôt un peu comme les Romains, donc plutôt au niveau du divertissement? Ben, la Grèce antique, comme la Grèce classique, là, comme on se l'imagine, c'était rendu surtout un divertissement. Donc, à l'époque mycénienne, le char a été utilisé, le char de guerre a été utilisé, mais si on compare le terrain égyptien versus le terrain grec, donc la Grèce est beaucoup montagneuse, donc on s'imagine que c'est pas nécessairement très pratique d'utiliser un char dans ces conditions-là. Donc oui, le char était connu des Grecs, mais surtout à des fonctions d'amusement. Donc ça pourrait expliquer la confusion de notre cher Homère sur comment est-ce que ce char-là était utilisé à des fins militaires. Oui, parce que visiblement, il n'y avait pas la bonne vision de comment on utilise ça, là. Exactement. Donc, définitivement, ça devait pas être de même qu'un char était employé. Ben, merci beaucoup pour cette deuxième chronique. On espère que tu vas revenir nous voir. Et si, en fait, vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la guerre en Antiquité, je vous propose de réécouter la chronique d'Isabelle Dufour du 28 avril 2017 sur la guerre en Grèce antique. Et on va aller en musique, Charles. On écoute Cœur malade de Melody Spear. Là où le monde est beau, il y a ni bas ni haut, moi la demi, toi la moitié. Je suis plus seule, je t'ai trouvé. Là où le monde est beau, il y a ni froid ni chaud, c'est de notre température. Je repars de la part des murs. Là où le monde est beau, je t'y dessine sans force, une perfection chère payée. Je m'en fous, je suis aimée. Ton cœur malade, mon cœur malade, il danse la valse. Ton cœur malade, mon cœur malade, autour d'une grenade. Quelques mots, alors qu'on se perd en enfer. Et là où le monde est beau, tu passes sur mes épaules, tu les disloques si bien, je crois guérir entre tes mains. Et là où le monde est beau, y'a plus de vrai, y'a plus de faux, y'a que des histoires un peu glauques où on pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Et ton cœur malade, mon cœur malade, il danse la valse. Ton cœur malade, mon cœur malade, autour d'une grenade. Population et ambulance, cette direction, état d'urgence, médication ou dépendance, divagation.
la pilule passe avec de l'eau. Qu'on se retrouve là où le monde est beau. Et ton camarade, mon camarade, il danse la valse. Ton camarade, mon camarade, oh, ton camarade, mon camarade, qui danse la valse. Ton camarade, qui danse encore autour de la. De retour à Histoire de passer le temps, on va poursuivre l'émission là, en avançant peu à peu dans le temps, avec une chronique d'Eliott Boulat. Donc, tu es sorti de la régie, sorti de l'animation pour nous faire une chronique cette semaine. Oui, Et tu nous parles d'un ouvrage célèbre, en fait, ou du moins que t'es bien popularisé, bien connu. Donc, le livre des merveilles du monde. Et tu nous parles de son auteur également, Jean de Mandeville. Et oui, je me suis dit qu'en cette période de prix littéraires qui sont décernés à tout va, on allait revenir sur quelques livres célèbres qui ont marqué l'histoire et le passé. Et parmi eux, j'allais choisir un véritable best-seller en bon québécois de l'époque médiévale, le livre donc de Jean de Mandeville. Alors pourquoi j'en parle comme d'un best-seller ? C'est parce que tout simplement, c'est un livre qui a été écrit dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Et il nous en reste un nombre assez impressionnant de manuscrits. Alors, assez impressionnant pour l'époque médiévale, hein, on parle de 250 à 300 exemplaires. Mais quand même, c'est impressionnant. Bah, c'est assez impressionnant parce que généralement, pour une période de temps aussi courte, en fait, parce que avant, on est à peine 150 ans avant l'imprimerie, bah, on en a quand même quasiment 300 exemplaires, ce qui est assez gigantesque. Parce qu'il faut bien se remettre en tête ce qu'est faire un livre à l'époque. Déjà, c'est extrêmement coûteux parce que c'est recopié à la main sur du parchemin, donc il faut déjà acheter le parchemin, donc acheter plusieurs peaux de mouton tannés ou le faire soi-même si on a une tannerie, si on possède une tannerie. Il faut bien le faire, le découper au bon format, le replier, récupérer le livre qu'on va recopier ou trouver la personne qui va vous dicter le livre. Donc généralement, si c'est une recopie par la suite, donc ça se fait dans un atelier ou dans un scriptorium, donc il faut prendre le livre, détacher les feuillets, le distribuer au copiste qui recopie tout, il faut après tout relier dans le bon ordre et répéter l'opération le nombre de fois qu'on veut d'exemplaires. Donc c'est du temps et de l'argent. C'est du temps et de l'argent, surtout que généralement, Mandeville, on va le trouver aussi dans des exemplaires destinés à des nobles ou à des grandes familles bourgeoises. Donc c'est des exemplaires qui vont être parfois enluminés, c'est-à-dire sur lesquels on va faire des illustrations, donc c'est souvent fait avec des matériaux précieux. Ça peut être du cinabre, donc du mercure, du lapis-lazuli. Donc on a un peu de couleur. De l'or, voilà. On a de la couleur, on en a même pas mal souvent. Et donc ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Et donc en avoir 250 à 300, même si ce sont des exemplaires qui ne sont pas forcément enluminés, etc., ça prouve qu'il a vraiment beaucoup plu et qu'il a été très largement diffusé. Surtout qu'on le trouve dans plusieurs langues. On peut le trouver en latin, en anglais, en français, en tchèque, en gaélique, en espagnol. Donc, quand même impressionnant. On a quand même plusieurs langues aussi qui ne sont pas si proches non plus. Voilà, et surtout beaucoup de langues qu'on appelle des langues vulgaires, c'est-à-dire des langues qui ne sont pas le latin, des langues qui sont des langues plus locales. Alors, pour présenter Mandeville, je vais le laisser se présenter lui-même, c'est quand même le plus simple. Il a fait sa bio. Il explique au début du livre qui il est assez rapidement. Il se présente comme un chevalier anglais, originaire de Saint-Alban, dans le Hertfordshire. Et il aurait quitté son île natale pour parcourir le monde. Alors, on a daté à peu près aux alentours des années 1320. Et il aurait fini par arriver à Liège en 1356, où il se serait établi et aurait posé par écrit son voyage. Ayant arrêté de voyager, il le dit lui-même, parce qu'il commence à faire des crises de gouttes. Donc, c'est pas... à force de trop manger, il déclenche ça pèse sur les articulations, ça fait mal. Du coup, il se pose et il va mourir là-bas le 7 février 1372. Ça, on le sait parce que est attestée une épitaphe, donc une dédicace funéraire, dans l'église des Guilhelmites de Liège. Et elle a été rapportée par plusieurs voyageurs, même si aujourd'hui elle n'existe plus. Elle a été martelée à la Révolution. Donc, grosso modo, ça explique que Jean de Mandeville est un chevalier né en Angleterre qui a parcouru le monde avant de venir finir ses jours à Liège dans la prière, les soins et les aumônes prodigués aux pauvres. Et il y est décédé. Donc il a l'air d'avoir pratiqué la médecine, d'ailleurs, une fois s'être établi à Liège. Ok. Alors, le livre lui-même.
parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Alors, le livre lui-même est assez remarquable, surtout pour son époque, même s'il a une construction, un schéma assez simple. Il est divisé en 2 grandes parties avec un chapitre central sur lequel je reviendrai un peu plus tard. La première partie est dédiée aux pays par-deçà, donc les pays proches. Ok. Donc ça va être surtout les pays du pourtour méditerranéen qu'il a visités, ça va être l'Empire byzantin, ça va être l'Égypte, ça va être la Syrie, le Proche-Orient. Ok, quand même. Le chapitre central, et après tous les pays par-delà, donc au-delà de la Terre Sainte et du Proche-Orient, ça va être la Perse, l'Inde, les îles de l'océan Indien, la Chine, une donc partie c'est rendu de l'Afrique. jusque-là. Voilà, il raconte qu'il s'est rendu jusque-là, mais on va voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, la première partie donc porte sur le Proche-Orient, Terre Sainte, Jérusalem, Égypte, il décrit tout ça, et il termine par un petit résumé tout simplement du fonctionnement de la religion musulmane. Il décrit la vie de Mahomet, il donne aussi toute une série de rois, une liste des rois, enfin plutôt des sultans, même s'ils les appellent parfois rois, des sultans mamelouks en Égypte, et il termine par une petite description de ce qu'est le Coran, pour donner une idée aux gens qui lisent le livre, simplement comment fonctionnent les sociétés dans les pays qu'il a visités. Est-ce que c'est une description qui est assez juste, en fait, si on regarde ça d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a des connaissances plus pointues, mais pour l'époque, c'est assez juste. Il ne fait pas de contresens majeur, il donne plutôt des informations relativement factuelles. Ok. Vient ensuite ce fameux chapitre central, sur lequel je vais un peu m'arrêter, parce que il peut remettre en question certaines présupposés qu'on a sur le Moyen-Âge. Notamment, la thèse principale de ce chapitre, c'est que la Terre est ronde. Ok. Comme il le dit lui-même, ronde comme la pomme dans la main de Justinien, et comme elle est ronde, il affirme qu'on peut en faire le tour par bateau pour aller trouver des terres et des hommes de l'autre côté du globe, parce que en bon esprit médiéval un peu arrosé de scolastique, il y a un équilibre dans les choses, et donc si on a des hommes et des terres de ce côté du globe, il y en a forcément de l'autre côté, parce que faut quand même un minimum d'harmonie et d'équilibre. Ok, donc il y a la bonne réponse, mais juste pas le bon développement. Voilà, exactement, mais l'important c'est le résultat. Hein. Tout à fait. L'important c'est que la Terre est ronde et qu'il comprend qu'il y a des gens de l'autre côté du globe. Et que non, il ne marche pas les pieds en haut, comme on a pu le penser à une certaine époque. Et enfin, la deuxième partie, donc c'est sur l'Asie, les îles de l'océan Indien et une partie de l'Afrique. Là, c'est un contenu qui est plus classique, qu'on peut trouver un contenu assez proche de ce qu'on trouve dans d'autres récits de voyage et livres qu'on peut appeler géographiques, même si la géographie en tant que telle n'existe pas vraiment telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'époque, mais c'est des descriptions de pays, ça reprend souvent des auteurs passés et corrobore certains éléments présents dans d'autres livres. On a en fait une description du monde qui est ce qu'on appelle à l'époque une image, plutôt qu'un récit de voyage, c'est-à-dire il donne vraiment une vision globale du monde, de son fonctionnement, de son organisation. On a traité pendant un temps ce livre comme un récit de voyage, notamment à cause de la manière dont il a été appelé dans les traductions anglaises. On l'appelait voyage, travel, et du coup, à force de réimpression, de diffusion, c'est le titre qui s'est imposé notamment dans la sphère anglophone. Parce qu'en tout cas, quand on pense à un récit, on pense à quelque chose qui serait raconté, peut-être une anecdote, voilà, quelque chose, une expérience. Je suis allé d'un point A à un point B, puis d'un point C à passer, etc. Non, ça c'est... Marco Polo peut être comme ça sur certains moments. Par exemple, la toute première partie, il décrit vraiment son itinéraire. Après il a des livres plus thématiques. Là, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose de plus, synthétique. Mais c'est pas pour ça que Jean de Mandeville ne se définit pas lui-même comme voyageur. Il dit qu'il a voyagé, il donne quelques anecdotes de choses qui ont pu lui arriver. D'ailleurs, c'est un des auteurs vraiment, c'est cette période où dans la littérature médiévale, le fait que quelqu'un parle à la première personne commence à apparaître. On n'avait pas vraiment ça avant. Non, ça c'est rare. Avant, on peut avoir une petite exorde d'un scribe, mais le fait de prendre vraiment comme fil continu un point de vue subjectif, c'est assez rare à l'époque. On va écrire à la troisième personne à ce moment-là? On va écrire à la troisième personne, ou alors on va dire moi scribe, un scribe un tel, et écrit pour, puis après on va dérouler quelque chose de plus impersonnel. Ok. Parfois on peut aussi avoir des deuxièmes personnes, des exhortations, toi, tu, etc. Mais la première personne est beaucoup plus rare. Alors, par contre, quand on commence à scruter un peu les anecdotes qu'il raconte sur ce qu'il a fait, on commence à avoir des doutes. C'est un peu moins crédible. Alors, la première, ça peut être crédible. Il raconte qu'il aurait fait un très beau mariage en Égypte avec une personne de la famille du sultan. Bon, c'est un peu gros, mais il est censé être chevalier, noble lui-même, donc pourquoi pas, à la limite. Bon, après, plus il s'enfonce en Asie, plus on commence à avoir des doutes confirmés. Alors, on va dire ça comme ça. Il explique qu'il aurait bu à la fontaine de Jouvence.
Ah ouais, ça... Sachant qu'il est mort, c'est un peu compliqué. Oui. Ça invalide un peu les choses. Il est quand même mort à 70 ans environ. Et il avoue par contre, en bonne honnêteté intellectuelle, qu'il n'a pas atteint le paradis terrestre, ainsi que l'arbre du soleil et de la lune, des espaces mythiques situés, d'après les légendes, en Asie. Au moins, il l'avoue. À moins, il l'avoue. Alors, pour l'arbre du soleil et de la lune, on sait depuis Tolkien pourquoi il ne les a pas croisés. Si on a bien lu le Silmarillion, comme tout fan de Tolkien qui se respecte un minimum, on sait qu'ils ont été détruits par Morgoth et Ungoliant et qu'il ne reste que les Silmarils. Mais bon, pourquoi le... C'est niché, faut l'avoir lu. Mais non, faut pas l'avoir lu, c'est une évidence. Voilà, c'était la petite blague, c'était l'instant Tolkien de la chronique. Mais bon, pour être plus sérieux, en fait... On arrive au principal problème qu'a déclenché Mandeville et son livre en histoire médiévale. C'est tout simplement que Mandeville, le grand secret, c'est qu'on ne sait pas qui est Mandeville, et son texte, en fait, est une synthèse. C'est, entre guillemets, ce qu'on va appeler un faux. Alors, ce n'est pas vraiment un, on va voir, en fait, comment tout cela fonctionne. Mais dans le sens qu'on ne sait pas vraiment si c'est de lui ou pas. On ne sait pas si c'est de lui ou pas, on ne sait pas qui est Mandeville, on ne sait pas d'ailleurs si Mandeville a vraiment existé, même si on a des traces de gens qui s'appellent Jean de Mandeville, un peu à droite, à gauche, on ne sait pas vraiment si c'est de lui vraiment. On sait si c'est un nom d'emprunt, si c'est un faux nom. Et en fait, tout commence dans les années 1830, où on va commencer à se rendre compte que beaucoup de passages dans Jean de Mandeville sont tirés d'autres textes. Des textes, en fait, dont à une époque, on a pu croire que c'était eux qui copiaient Mandeville. En fait, on va se rendre compte qu'ils ont été écrits avant, notamment c'est un certain Odoric de Pordenone, qui est un moine dominicain qui, lui, est allé jusqu'en Chine. Lui, on le sait qu'il est allé jusqu'en Chine. Lui, on le sait, c'est assez prouvé, détaillé. On a son récit, il est assez cohérent, il apporte beaucoup d'éléments qu'on ne trouve que chez lui. Enfin, on va trouver chez Mandeville, mais Mandeville est postérieur. Et du coup, ça va commencer à jeter une suspicion sur le récit de voyage, parce que dès qu'on va en lire un et qu'on va voir des choses incohérentes, on va penser tout de suite à un mensonge. Surtout que c'est renforcé à partir des années 1860, plus précisément en 66, quand Stanislas Bormann publie un extrait d'un autre livre qui s'appelle « Mireur des histoires de Jean d'Outremeuse », un autre écrivain, mais où Jean d'Outremeuse dit qu'il a croisé un certain Jean de Bourgogne, dit Jean la Barbe, alors ça veut dire le barbier, parce que le barbier chirurgien, le médecin, enfin plutôt celui qui fait les actes pratiques de la médecine. Et qui est barbier aussi en même temps. Voilà, exactement, parce que c'est les seuls à l'époque à avoir des outils assez aiguisés pour inciser les gens. Et donc forcément, c'est vrai qu'on fait une grosse incision quand on est barbier sur quelqu'un. Eh oui, c'est pour ça que je me fais plus raser par mon barbier depuis que j'ai perdu un morceau de joue. Et du coup, Jean de Bourgogne aurait confessé à Jean d'Outremeuse sur son lit de mort qu'il s'appellerait Jean de Mandeville et qu'il avait fui l'Angleterre à cause d'un meurtre. Et il aurait donc fait le tour du monde et serait venu, sous un faux nom, se cacher à Liège en 1343 à l'issue de son voyage. Donc notre auteur est possiblement un meurtrier aussi. Sauf que, retournement de situation, dans une version française de Jean Mandeville, on trouve dans le colophon c'est un petit texte, une petite note finale dans les manuscrits qui explique qui a écrit, d'où vient le texte et quel scribe l'a écrit, pour quelle raison. Donc c'est très pratique pour dater et situer le manuscrit. Oui. Et donc dans ce colophon, on voit que le texte... Le manuscrit date de 1390, mais le texte daterait de 1357, et l'auteur, Jean de Mandeville, dit l'avoir rédigé dedans la noble cité de Liège, en la basse sablonnière, en l'hôtel Hannequin dit le Volte, à la requête et prière de honorable et discret maître Jean de Bourgogne, dit la barbe, physicien, donc médecin, quand ma maladie me visita, va me voir, et en visitant moi, reconnut et ravisa, si comme qu'il n'avoit vu en la cour du sultan d'Égypte, avec lequel il demeura quand je fus là. Alors là, on comprend plus rien. Non, c'est-à-dire que on a Jean de Bourgogne et Jean de Mandeville, mais certains moments, c'est lui qui a dicté le texte, certains moments, c'est la même personne, à d'autres moments, Mandeville a dicté à Jean de Bourgogne, à d'autres, Jean de Bourgogne a dicté à Jean de Mandeville. Bref, on ne sait plus qui est qui. C'est très confus. C'est très confus, surtout qu'on commence à faire de nouvelles hypothèses. Les historiens pensent qu'en fait, c'est peut-être un clerc qui a inventé tous ces faux noms, et qui avait accès à énormément de livres, qu'il a pu faire donc cette grande synthèse, etc., etc. En fait, on est devant le principal problème de Mandeville. On ne sait pas qui il est, et c'est un texte entièrement construit.
Et en fait, ça va empoisonner un peu la lecture de ce texte pendant plusieurs décennies. Parce qu'en fait, on va se focaliser pour savoir si le personnage a vraiment existé et s'il a voyagé ou pas. On va focuser sur la partie mensongère, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, dans un rapport peut-être, entre guillemets, un peu étroit à la vérité. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Or, on a un peu évolué en histoire et on a un peu dépassé ça. Pourquoi? Tout simplement parce que, qu'il soit allé en Asie ou pas, à la limite, on s'en fiche. On ne peut pas affirmer qu'il est allé en Méditerranée parce qu'il ramène parfois des éléments qu'on ne trouve pas autre part. Mais ce qui est important, c'est pas tant qu'il soit vrai ou pas, qu'il y ait mensonge ou plagiat, c'est de savoir ce que ça apporte et ce que ça nous dit des mentalités, des conceptions, du rapport à la vérité, à la culture, à l'époque médiévale. Bien sûr, il synthétise des sources antiques, modernes et d'autres récits de voyage. Par exemple, pour les antiques, il reprend Pline l'Ancien, Macrobe, Orose, qui sont des écrivains très connus au Moyen-Âge, des savants qu'on reprend en tant qu'autorité, auctoritates. Il reprend des gens de son époque, comme Jacques de Vitry, Vincent de Beauvais ou Étoum de Coricos, uniquement dans cette liste parce que c'est mon sujet de thèse, je l'avoue humblement. C'est correct, il faut une fois de temps en temps. Voilà, il faut une fois de temps en temps, sachant que ce qui est intéressant, c'est par exemple, pour les éléments d'Étoum de Coricos, il les met à jour. Étoum de Coricos rédige son texte en 1307, or la liste des sultans d'Égypte qui est donnée par Mandeville va jusqu'en 1340, donc il a mis à jour les éléments. Il reprend aussi d'autres récits de voyage. J'ai dit Odoric de Pordenone, Guillaume de Boldensele ou encore Marco Polo, sachant que Marco Polo, par contre, il ne le met pas à jour, parce qu'il part toujours de la Chine du grand Khan Kubilai, sachant qu'à l'époque, Kubilai est mort depuis quasiment 30 à 40 ans. Donc ça prouve un peu qu'il n'est pas allé. En tout cas, s'il est allé, il n'a pas vraiment écouté qui régnait. Surtout qu'en plus, ces éléments vont continuer à être reportés tels quels dans les versions manuscrites, et très rapidement, la dynastie des Yuan, donc les Khans mongols qui règnent sur la Chine, à partir des années 1368, font place à la dynastie des Ming. Donc ça ne sera plus des informations à jour, entre guillemets. Mais c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est, j'ai dit, cette image qui donne cette description du monde qui est mise en place. C'est une description qui est extrêmement précise, une synthèse qui est extrêmement bien faite, bien réécrite, et c'est comme ça que fonctionne en grande partie la littérature médiévale. C'est par absorption d'autres contenus, réécriture, transmission. Donc c'est quelque chose en fait de classique, un peu la manière qu'il le fait au final. Exactement, et puis c'est quelque chose en fait qui va continuer même dans les siècles suivants, sauf qu'on s'en rend pas toujours compte. La majorité par exemple des tragédies de Shakespeare ou des comédies sont des reprises d'autres pièces simplement qu'il réécrit à sa manière, dans un style beaucoup plus libre souvent, mais qui est la reprise d'une trame déjà existante. Donc c'est pas nécessairement choquant pour les gens de l'époque comme pratique. Et c'est même normal, et c'est même pas spécifique à l'ère occidentale chrétien. Par exemple, c'est très dans un voyageur des empires musulmans, comme Ibn Battuta, lui va reprendre énormément de passages d'autres rirla, c'est-à-dire des voyages vers la Mecque, notamment pour les parties déjà codifiées, en mettant juste à jour les informations. Mais il ne va pas dire qu'il reprend Ibn Jubayr ou Ibn Fadlan. Pourquoi? Parce que c'est classique de rendre hommage en reprenant et en mettant un peu à jour le texte des autres. C'est juste dans les parties plus personnelles qu'il va étendre sa connaissance. Et quand ils le font, est-ce qu'ils... Bon, j'imagine qu'ils ne mettent pas une note de bas de page en bonne et due forme, mais est-ce qu'au moins ils disent d'où ça vient? Eh ben non, pas assez rarement, parce qu'il faut aussi penser que moins de gens lisent, donc ce sont des choses qui sont connues, donc c'est de la référence entre guillemets évidente. Okay. C'est comme quelque chose qu'on peut trouver, c'est des études qui ont été faites assez récemment sur la façon dont le Coran est organisé. Il y a beaucoup d'anecdotes bibliques dans le Coran, mais elles ne sont pas explicitées ou les noms peuvent différer. Mais en fait, comme c'est dans le Coran est écrit dans un milieu extrêmement imprégné d'histoire biblique et d'histoire biblique juive, tous les lettrés qui sont en contact, ou même la population qui sont en contact avec ces allusions, pour ces personnes-là, c'est évident qu'on parle de tel passage, parce que c'est tellement présent dans le paysage mental de la personne qui lit le texte que ça ne surprend pas qu'on ne cite pas. C'est comme, entre guillemets, une sorte de grande private joke littéraire à l'échelle de la communauté intellectuelle globale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse, elle est très très bien faite et très complète. Par exemple, quand il décrit un pays, il va donner sa situation géographique. Bon, jusque-là, ça va. Oui. Mais il va rajouter les reliefs, les fleuves, le climat, la végétation, les cultures, la faune, le cadre politique, les réseaux urbains, une petite évaluation globale de la population, combien ils sont à peu près. Il va aussi présenter les monuments intéressants, les activités économiques, les méthodes de gouvernement, la religion, les mœurs, etc. etc. C'est extrêmement complet. Oui, il y a beaucoup de stock, là. Voilà, mais
comme c'est une synthèse des savoirs de son époque, donc ce qu'on pense être vrai ou ce qu'on pense être obligé d'être là pour qu'on pense que c'est vrai, petite subtilité, c'est-à-dire que, c'est l'exemple que je prends souvent, Marco Polo est allé en Orient, alors, comme il est allé en Orient, tout le monde était sûr qu'il avait croisé les licornes, parce que les licornes vivent en Orient, c'est très connu à l'époque. Bon, il n'en a pas croisé. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un rhinocéros de Sumatra, il va dire j'ai trouvé les licornes, simplement on s'est trompé sur la description, c'est pas un grand cheval blanc avec une grande corne, c'est un truc marron à poil long avec une grosse corne sur le nez. Un rhinocéros de Sumatra. Donc, chez Mandeville, c'est un peu pareil. On va trouver côte à côte des textes sur la cour du Grand Khan, des listes des sultans du Caire, mais également des descriptions de blémies. Ce sont des monstres médiévaux qui sont censés vivre dans les îles de l'océan Indien, qui sont des hommes sans tête, avec les yeux sur les épaules et le nez et la bouche sur le ventre. On va aussi trouver des griffons, des skiapodes, qui sont eux des êtres humains qu'on trouverait en Éthiopie, qui n'ont qu'un seul grand pied et qui s'en servent comme parasol quand il fait trop chaud, parce que c'est connu, hein, dans les régions très proches des climats du sud de l'Afrique, il fait très chaud et donc il faut s'abriter du soleil pendant la journée. Il y a aussi bien sûr les très célèbres kinocéphales, les hommes à tête de chien, pareil, vivant dans ces grandes îles médiévales de l'océan Indien. Ok, mais ces images-là devaient être très... Est-ce qu'on avait des images de fait de ça? Oui, bien sûr, dans les livres, ça fait partie des images dans les livres sur l'Orient qui reviennent le plus souvent. On a des séries d'enluminures qu'on peut comparer entre elles, on en trouve aussi bien en Italie que dans le nord de la France, qu'en Catalogne, que sur les cartes représentant l'ensemble du monde. Donc les humains à tête de chien sont communs. Sont communs parce qu'en fait, ils sont présents dès la littérature antique. On les trouve chez Pline, on les trouve chez Hérodote, et donc, si c'est chez Pline et Hérodote, comme ce sont des autoritates, on leur fait confiance. Pour conclure, en fait, ça reste un succès durable. Je vous l'ai dit, 250 à 300 manuscrits diffusés dans plusieurs langues, et on le retrouve aussi dans pas mal il n'est pas cantonné à une seule classe sociale, entre guillemets. On le trouve aussi bien chez les laïcs que chez les clercs, et parfois même à différentes strates sociales. Par exemple, on le trouve à la cour de France et à la cour du duc de Bourgogne, donc ce sont des cours extrêmement prestigieuses, à la cour du roi d'Angleterre, bien sûr, mais on va aussi le trouver chez des nobles de plus basse extraction, dans les abbayes, voire même dans des milieux plus modestes. On a des exemplaires qui semblent avoir appartenu à des vignerons bourguignons, ou même à des meuniers italiens, qui sont des paysans qui sont un peu plus riches que les autres, qui savent peut-être lire, et du coup qui faisaient sûrement la lecture aux autres du village à propos du récit de Jean de Mandeville. Mais merci beaucoup, Elliot, pour cette très bonne chronique. Si vous avez aimé ce sujet-là, en fait, de la littérature médiévale, je vous propose une chronique de Roxane Noël sur l'histoire intellectuelle au Moyen-Âge qui a été diffusée le 14 décembre 2018. Et on va là en pause. On écoute Turn Up the Sound du groupe montréalais The Brooks. I'm gonna bring you in on this one, y'all. Yeah. See the boys? Look at here. Y'all just come a little closer, find yourself a speaker. And for those of you at home, grab the knob, turn it to the right. Whatever you do, turn up the sound. Turn it loose. You shall overcome. Got a feeling that you want to get some. Ever you be, leave from over there. Here to tell you that we need your best. If you please, let me show you something. Something that you never seen before. Well, wanna show you something. Show you that this fair, the funk, the tick, you're there. Oh, wait a minute, and let your soul run free. Yeah. Free up your mind. What you work? Plan B. Gotta get on the hump. Ain't got the ceiling 'cause you won't get done. Ever the strain, ever the pain. Bring it here. Cause you should not never ever have no fear. Yeah. Please let me show you something. Something that you
est de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc et on va finir l'émission avec un sujet toujours joyeux parce que c'est Rosalie Racine qui est là. Hein? Oui, je reste dans le même dossier là, tout le temps. Et tu nous parles aujourd'hui de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Oui, exactement. Donc en fait, pour commencer, c'est important de mentionner que l'Anschluss, donc l'idée de cette annexion-là de l'Autriche par l'Allemagne, c'est pas une idée qui est propre au régime nazi. Okay. C'est une union en fait entre l'Allemagne et l'Autriche pour former ce qui est appelé une Grande Allemagne. C'est d'abord pensé après l'unification de l'Allemagne en 1871. OK, donc ça date quand même un peu là, quand Hitler arrive au pouvoir. Aussi, après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois est démantelé et l'élite et l'opinion publique autrichienne s'étaient rangées derrière l'idée d'une sorte d'union avec l'Allemagne sans trop élaborer là, ce que ça allait être. En ce sens-là, le nouvel État qui avait été nommé la République d'Autriche allemande. Donc, on assure vraiment cette connexion-là entre l'Allemagne et l'Autriche. Toutefois, cette union-là va être interdite par les différents traités de paix qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Okay. Donc, c'est vraiment stipulé dans les articles, pas d'union entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc, il était quand même conscient que c'est quelque chose qui arrivait là, une volonté. Oui, ancienne. C'est ça. Puis ça reste un événement, comme on va le voir, qui balance tous les enjeux de pouvoir aussi là, en Europe, en raison notamment de la position centrale de l'Allemagne sur le continent. L'opinion publique autrichienne est pas 100% derrière ce projet d'union-là. Il y a quand même une grande partie de la population qui y croit, mais les socio-chrétiens, eux, s'y opposaient, par inquiétude notamment du protestantisme allemand. Ah ben oui, dangereux ça. Oui, les conflits de religion, on sait tous et toutes qu'est-ce que ça peut c'est ça. Contrairement à l'Autriche, en Allemagne, on est quand même séparés. Oui, c'est ça. En fait, ouais, on a peur là, de ce clash de religion-là là, qui peut arriver. Dès 1920, par contre, le programme du NSDAP, donc le parti nazi, demandait la fusion de tous les Allemands, tous les germanophones dans une grande Allemagne, ce qui implique déjà, en fait, l'annexion de l'Autriche à ce moment-là. Et ça, c'est en Allemagne, dans le fond, qu'on demande l'annexion. Oui, exactement. Dans son livre Mein Kampf, Hitler va écrire en 1925, et je cite, « L'Autriche allemande doit revenir à la grande patrie allemande, et ceci, non pas en vertu de quelconque raison économique. Un seul sang exige un seul Reich. » Donc, on y allemand, va, voilà. Oui, exactement. On y va vraiment de façon patriotique. On peut se rappeler aussi qu'Hitler était né en Autriche. Oui. Hitler est un Autrichien allemand de naissance, et c'est en Autriche aussi qu'il va rapidement entrer en contact avec les idées du nationalisme allemand qui vont encadrer le programme nazi et modeler la suite des événements. Vers la fin de la décennie 1920, le paysage politique autrichien est dominé par le Parti social-chrétien, celui-là même qui s'opposait à l'union entre l'Autriche et l'Allemagne. Mais les nazis autrichiens vont rapidement prendre du terrain. En 1930, par exemple, il avait récolté seulement 112 000 votes aux élections, et ce chiffre-là va doubler pour passer à 230 000 en 1932. On y fait le pourcentage à ce moment-là de la population. Là. Je connais pas la population de l'Autriche à ce moment-là, mais on est très très bas. Là. Oui, non, c'est ça, ça reste minime là, en tant que parti du vote. La popularité du parti nazi autrichien va augmenter pas mal parallèlement, par exemple, à celle du parti nazi allemand. Ça s'expliquait notamment par une intense campagne de propagande de la part du nouveau régime nazi allemand. Donc, il y a quand même un échange d'idées qui se fait entre les deux pays assez facilement. Après qu'Hitler ait accédé au pouvoir le 30 janvier 1933, les nazis autrichiens qui ont échoué en fait à être plus qu'un parti de l'opposition vont lancer une stratégie de prise de tension un peu là, entre les partis, et vont finalement commettre des actes terroristes envers le gouvernement autrichien. Ah, bon. Ces actes terroristes-là qui vont avoir des conséquences importantes pour la suite des événements. Le 19 juin 1933, le parti nazi autrichien est interdit après que ses membres aient fait un attentat meurtrier contre des gymnastes catholiques. OK, mon Dieu. Donc, ça prendra pas de temps, en fait, avant qu'il soit... Non, interdit. C'est ça, exactement, mais ça va avoir des conséquences vraiment importantes là, jusqu'en 1938.
Pour faire face à ces tensions-là qui régnaient entre les socialistes et les catholiques et leurs organisations paramilitaires respectives, parce que tout le monde en a une à cette époque-là, le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss va établir une dictature à parti unique en mars 1933 qui va être appelée l'austrofascisme. Et juste un petit rappel, le chancelier à ce moment-là, c'est un peu l'équivalent d'un premier ministre à ce moment-là, ou c'est... Oui, on peut voir ça. Il y a le président là, qui dirige tout, puis ensuite, là, c'est le chancelier qui est un peu... qui dirige le Parlement et qui prend les décisions. Et c'est sensiblement le même concept politique, en fait, qu'en Allemagne elle-même. Là. Oui, exactement. Donc, Dollfuss va dissoudre le Parlement, dissoudre le Parti communiste, le Parti nazi, et va mobiliser la Heimwehr, qui se traduit un peu par la garde locale, là, un groupe paramilitaire, contre les soulèvements socialistes à Vienne en mars 1934. En juillet 1934, les nazis autrichiens vont faire une tentative de coup d'État lors de laquelle ils vont assassiner Dollfuss. OK, quand même. Oui. Malgré ça, le coup reste un échec et les têtes dirigeantes nazies autrichiennes vont s'enfuir en Allemagne parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres places où aller. Et à partir de là, ils vont continuer à faire campagne pour l'Anschluss, pour l'annexion de l'Autriche. C'est Kurt Schuschnigg qui va être nommé comme remplaçant de Dollfuss et qui va continuer cette politique-là, ce que Dollfuss avait commencé, en fait. Puis, même que ça va aller un peu plus loin, il y a des actions policières qui vont être commises contre les nazis et certains d'entre eux vont être placés dans des camps d'internement. L'échec du coup d'État va pousser Hitler un peu à revenir sur ses pas. Hitler qui voulait une politique un peu plus par la force, si on peut dire. Et là, on va se calmer un peu. Là. On va essayer tenter la technique douce. Oui, on va y aller un peu plus par en dessous. Il va être déclaré devant le Parlement allemand en mai 1935 que l'Allemagne n'avait pas l'intention d'intervenir dans les affaires internes de l'Autriche, ni de l'annexer ou de réaliser l'Anschluss. Au début de l'année 1935, les nazis avaient fait passer un référendum pour le rattachement de la région de la Sarre, qui se situe là, sur la frontière française, et l'approbation du plébiscite par la Société des Nations et l'absence totale de réaction des Alliés ont conforté un peu Hitler dans ce qu'il était en train de mettre en place. Parce que la Sarre était à ce moment-là avec la France? Avec la France, oui. Selon les traités d'après-guerre, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais là, avec un référendum, ils ont été capables de la rattacher. Les gens n'ont rien dit. Et les Alliés n'ont rien dit. OK. Oui. Donc, on va voir que c'est... Ça va avoir des conséquences. Oui, puis c'est un pattern qui revient. Oui. On va le voir. En 1936 aussi, les nazis vont envoyer des troupes allemandes occuper la Rhénanie, qui était une zone démilitarisée aussi depuis la paix le traité de paix, en fait, de 1919. Et les Alliés, vont rien dire non plus. Donc, tout ça, plus le fait que Hitler met de la pression sur l'Autriche, ça va contraindre un peu Schuschnigg à débuter des négociations pour rapprocher l'Autriche et l'Allemagne. Donc, il va céder avec la technique douce. Oui, un peu. Il en laisse un peu passer, mais on va voir que ça sera jamais assez non plus pour Hitler. Ah ben là. C'est ça. Donc, les deux pays vont en venir à un accord qui va être signé le 11 juillet 1936. Cet accord-là va réaffirmer l'indépendance de l'Autriche, mais l'Autriche va quand même va être désignée en fait comme un second État allemand. Donc, on la considère quand même dans la bulle de la Grande Allemagne, du Grand Reich que veut établir Hitler. L'Autriche s'engageait aussi à mener une politique étrangère qui était conforme aux intérêts pan-germaniques nazis et à lever l'interdiction sur le parti nazi autrichien. En échange, revenir. Oui, c'est ça. Ils ont le droit de revenir, mais en échange, ils devaient promettre de cesser les attaques terroristes contre le gouvernement. Ce qui est quand même légitime comme demande. Donc, tout ça va bien jusqu'en 1936 pour Hitler, ce qui fait qu'en 1937, il décide de retourner à son plan pour résoudre la question de l'Autriche par la force. Ça va se concrétiser en 1938. Pourquoi 1938? Hitler a bien consolidé sa position en Allemagne, les voix récalcitrantes sont écartées du gouvernement et il est finalement prêt à réaliser cet objectif-là. Il n'y a pas vraiment d'opposition. Non, c'est ça, puis ça va vraiment lui permettre d'expansionner l'Allemagne, ce qui va faire avoir plusieurs étapes. Puis visiblement, en fait, les gens autour non plus, la France, la Grande-Bretagne,
ils réagissent pas bien gros non plus. Donc, ça n'a pas l'air de leur faire un pli, comme on dit. Donc, on va voir qu'effectivement, ça changera absolument rien pour eux. La montée même de la violence en Autriche, par exemple, la police viennoise qui va dévaliser les quartiers généraux du parti nazi autrichien et les nombreuses demandes d'Hitler qui continuent de vouloir une union avec l'Autriche vont pousser le chancelier autrichien, encore une fois, à accepter une rencontre avec Hitler en Bavière en février 1938. Hitler va présenter à Schuschnigg une liste de demandes qui incluait la nomination de sympathisants nazis à des postes importants dans le gouvernement autrichien. Notamment, c'est Arthur Seyss-Inquart, un nazi de longue date et un sympathisant de l'Anschluss, qui devait être nommé ministre de la Sécurité publique avec plein contrôle de la police et du portefeuille qui vient avec le ministère. Ça sonne comme une très mauvaise idée, ça. C'est effectivement une très mauvaise idée. On va en parler peut-être un peu plus tard. Hitler demandait également à ce que les armées allemandes et autrichiennes établissent des relations étroites et que le système économique de l'Autriche soit incorporé à celui de l'Allemagne. Donc, on veut vraiment rapprocher les deux pays. Une dizaine de jours après avoir été forcé d'accepter ces demandes-là, le chancelier autrichien va rementionner que là, ça suffit. C'est les dernières demandes auxquelles on accédait. L'Autriche reste indépendante, peu importe ce qui arrive, en fait. Il essaie de mettre son pied à terre, là, c'est ça? Oui, ça fonctionne pas trop. Et vraiment, pour tenter le tout pour le tout, le 9 mars 1938, il va annoncer la tenue d'un référendum pour préserver l'indépendance de l'Autriche. Donc, il va appeler les citoyens à voter pour une Autriche libre et indépendante. Oh. Cette annonce-là plaît pas du tout à Hitler, qui la considère comme un manque à l'accord qui avait été signé en février. Et il va envoyer un ultimatum à l'Autriche, donc soit de concéder l'Autriche au parti nazi ou de se faire envahir. Oh. C'est comme deux options vraiment pas le fun. Non, c'est ça. Finalement, après de nombreuses négociations, nombreuses discussions en Autriche, Schuschnigg va accepter l'ultimatum et va démissionner de ses fonctions. La résignation de Schuschnigg va provoquer d'importantes vagues de violence antisémite un peu partout en Autriche parce que il n'y a plus personne pour contrôler ça, en fait. Oui. Et les nazis autrichiens vont prendre peu à peu le contrôle de l'Autriche. Dans la nuit du 11 au 12 mars, en voyant que les Alliés n'avaient pas réagi aux événements, les nazis ont pris contrôle des principaux centres gouvernementaux et il y a beaucoup de membres du gouvernement actuel qui avaient été arrêtés. Le président va donner la chancellerie autrichienne aux nazis. Donc, les nazis ont accédé au pouvoir en Autriche de cette façon-là. Et sans, au final, avoir versé de sang... un peu, mais oui, ben... Ils sont pas rentrés avec des chars d'assaut non plus, là. Ça. Non, c'est ça. Les chars d'assaut, en fait, arrivent avec les Allemands qui traversent la frontière austro-allemande le 12 mars, simplement, en fait, parce qu'Hitler avait ordonné l'invasion avant que la décision soit prise de donner la chancellerie aux Autrichiens, aux nazis. Donc, les troupes allemandes qui franchissent la frontière sont accueillies de façon super chaleureuse. On les applaudit, on est content qu'ils soient là. Et cet accueil-là va surprendre autant les nazis que les non-nazis. D'abord parce qu'on pensait que la majorité des Autrichiens étaient contre l'Anschluss. Et alors que beaucoup d'entre eux, en fait, la voyaient comme une finalité d'un long processus qui s'éternisait, mais là, c'est fait. L'Anschluss va avoir beaucoup de répercussions immédiates importantes sur la société autrichienne, particulièrement sur la population juive. L'antisémitisme était quand même présent en Autriche et tout, mais ça va vraiment pousser à un autre niveau après l'arrivée des nazis. Les Juifs vont être exclus de la vie publique en quelques mois. Leurs magasins vont être vandalisés. On va aussi interdire toute organisation et institution juive dans le but, en fait, de les faire émigrer. Ce qui va être quand même une réussite là, pour les nazis. En 1941, il y a 130 000 Juifs autrichiens qui ont quitté le territoire autrichien du Reich. Très rapidement aussi, après l'Anschluss, il y a un premier camp de concentration qui va être mis en place en Autriche directement, le camp de Mauthausen. Mauthausen qui va devenir, et c'est connu dans les cercles du régime nazi, un des pires camps de concentration du système nazi. Donc,
il y a 3 niveaux et Mauthausen est le seul camp dans le 3e niveau, donc qui est le pire niveau, en fait, le pire classement qu'un camp de concentration pouvait avoir. L'Anschluss, finalement, ça va être seulement qu'une étape intermédiaire dans le plan d'Hitler d'établir une grande Allemagne, donc un empire qui allait comporter tous les territoires germanophones et qui allait rassembler toutes les personnes de sang allemand sur le même territoire. Son plan qui avait débuté en 1935 avec l'incorporation de la Sarre et qui a continué avec l'annexation des Sudètes en Tchécoslovaquie en 1938 aussi, et qui va continuer même après le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sans fin. C'est sans fin, jusqu'à temps que les Alliés l'arrêtent. L'Anschluss va avoir causé une intense nazification du territoire autrichien et l'Autriche va cesser d'exister en tant que pays indépendant jusqu'en 1945. Les Alliés vont considérer l'Autriche comme la première victime du nazisme et vont accorder en fait à l'Autriche un gouvernement provisoire après sa libération par l'Union soviétique. Okay. L'Autriche va quand même être divisée comme l'Allemagne en 4 zones d'occupation pour les 4 forces alliées. Et c'est seulement en 1955, donc presque 20 ans après son invasion, que l'Autriche va recouvrir sa pleine souveraineté. Oh mon Dieu, quand même. Hein? Ben, ça fait du temps. Ben, merci beaucoup, Rosalie. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'Autriche, donc on n'aborde pas si souvent, non, je vous suggère une chronique de notre première saison de radio, donc du 9 décembre 2016, par Mathieu Cordeau, sur la belle époque à Vienne. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui, pour notre émission. Merci à tous d'avoir été là. Charles. Merci. Également nos chroniqueurs et chroniqueuses, Véronique, Elliot et Rosalie. Merci d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca, sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.